La composition chimique de la membrane plasmique. Pour pouvoir définir cette composition chimique, on va essayer d'utiliser quelques techniques spécifiques. Réalisées sur des hématies ou globules rouges ou érythrocytes, globules rouges, hématies, c'est la même chose, d'accord? Très bien. Cellules dépourvues des membranes internes, car un nucléé nécessite d'abord l'isolement des membranes plasmiques de ces cellules. Regardez ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit ici que pour étudier la membrane plasmique, je vais utiliser les globules rouges. Pourquoi j'utilise les globules rouges? Parce que les globules rouges sont des cellules anucléées. Elles sont anucléées, elles n'ont pas de mitochondries. Donc il n'y a pas d'organes et elles ne synthétisent pas beaucoup de protéines. Elles ne synthétisent pas de protéines puisqu'elles n'ont pas de noyau. L'essentiel, les globules rouges n'ont pas d'appareil endomembranaire. Elles n'ont pas d'appareil endomembranaire. Et puisqu'elles n'ont pas d'appareil endomembranaire, il n'y a pas d'autre membrane que la membrane plasmique dans les globules rouges. Donc quand je fais éclater un globule rouge ou de la centrifugation, je suis sûr que ces membranes-là que je suis en train d'étudier, c'est la membrane plasmique. On avait dit précédemment que c'était que la membrane, très bien, était une membrane unitaire. C'est la même membrane qui constitue la membrane plasmique, l'appareil de Golgi et les autres constituants de la cellule. Donc, quand je fais éclater une cellule, je ne peux pas savoir s'il s'agit de la membrane plasmique ou de l'appareil de Golgi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le globule rouge, puisque je sais qu'il ne contient pas l'appareil de Golgi, je sais qu'il ne contient pas de mitochondries, je prends le globule rouge, je l'éclate et je sais que je suis en train d'étudier la membrane plasmique. D'accord? Très bien. Donc, je prends le globule rouge. On a expliqué ce phénomène d'osmose hier. On avait dit que l'osmose était la capacité d'une molécule osmoactive, elle est osmoactive, d'attirer l'eau à travers une membrane semi-perméable. À travers une membrane semi-perméable. Pourquoi on dit que cette membrane est semi-perméable? Parce qu'elle peut laisser passer des particules et elle ne laisse pas passer d'autres particules. Une membrane qui est complètement perméable ne peut pas réaliser, ne peut pas définir le phénomène d'osmose. On va essayer de revoir le phénomène d'osmose dans vos cours de physiologie. Très bien, donc je vais utiliser le phénomène d'osmose pour faire éclater le globule rouge et étudier sa membrane. Comment je vais utiliser le phénomène d'osmose? Je vais mettre le globule rouge dans un milieu hypotonique, dans un milieu très hypotonique. Je sais que le globule rouge est une cellule. À l'intérieur de cette cellule, il y a un cytoplasme. Ce cytoplasme est constitué entre autres d'un hyaloplasme. Ce hyaloplasme est un liquide. Ce liquide contient des sels minéraux, il contient des ions, il contient des protéines. On est d'accord. Tous ces ions, toutes ces protéines sont chargées. Ils possèdent une charge. Puisqu'ils possèdent une charge, on va dire qu'ils sont osmotiquement actifs. C'est quoi être osmotiquement actif? C'est la capacité d'attirer l'eau. C'est la capacité d'attirer l'eau. C'est la capacité d'attirer l'eau. Donc, ça veut dire quoi? Mettre le globule rouge dans un milieu hypotonique, c'est-à-dire prendre le globule rouge et le mettre dans un milieu où la concentration en ions est plus faible. Et la concentration est plus faible. Et les phénomènes d'osmose, qu'est-ce qu'ils me disent? L'osmose me dit que l'eau migre du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et je vais diluer l'eau de Javel. Je vais diluer l'eau de Javel. Je prends l'eau de Javel et je la mets dans un bac d'eau de 5 litres. Quand je veux nettoyer des légumes ou des fruits avec l'eau de Javel, l'eau de Javel directement. Je vais utiliser de l'eau de Javel diluée. Comment je vais diluer l'eau de Javel? D'accord? Je mets l'eau de Javel dans un bac d'eau. L'eau de Javel, elle va se disperser sur tout le bac d'eau. Elle va passer du milieu le plus concentré de la bouteille, je la verse, tandis que la goutte d'eau qui est très concentrée, elle va se diluer jusqu'à avoir une concentration égale sur tout le bac d'eau. Donc quand j'ai quelque chose de très concentré, quand je prends de l'eau salée, très salée, où je la mets dans de l'eau qui n'est pas salée, je vais avoir une nouvelle eau qui est moins salée. Elle est moins salée que le verre très salé et plus salée que le bac pas très salé.
Pas du tout salé. Vous avez compris? Très bien, c'est juste pour vous faire expliquer que selon les phénomènes d'osmose, l'eau va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Oui. Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Un autre exemple pour vous expliquer, parce que je vous ai expliqué les ions, pas l'eau. Si je prends une pomme de terre, je la coupe, je prends cette pomme de terre et je mets du sel. Pourquoi l'eau sort? Parce que c'est ce sel que je mets sur la pomme de terre qui est en train d'aspirer l'eau, C'est pour cela qu'il ne faut pas saler les pommes de terre avant de les frire. Là, il ne faut jamais mettre le sel avant de frire les pommes de terre. Donc, je prends les pommes de terre, il faut les frire, puis les saler. Si je prends les pommes de terre, si je prends la pomme de terre et que je la sale, l'eau va sortir de la pomme de terre, et quand l'eau sort de la pomme de terre, il y aura des couches d'eau sur la pomme de terre. Quand je jette la pomme de terre sur l'huile qui est en train de chauffer, il y aura des explosions de vapeur parce que l'huile ne s'évapore pas à son degré. L'eau, si. Donc quand je mets de l'eau sur de l'huile qui est à 100 degrés, il y aura une explosion d'eau. Cette explosion d'eau va prendre avec elle l'huile et il va toucher le feu. En touchant le feu, il y aura des bouffées de feu. Voilà, c'est à cause de ce phénomène. C'est parce que vous êtes en train de jeter l'huile sur le feu à travers les explosions d'eau. Il y a une explosion d'eau parce qu'il y a eu de l'eau sur la pomme de terre. Donc il ne faut pas te méfier. L'osmose, c'est un phénomène. C'est comme dire la croissance. Elle n'a pas de contraire. L'eau est le plus concentré de moins concentré. Non, ça ne peut pas arriver. Les ions, à travers une membrane, c'est aussi de l'osmose. Quand j'ai une membrane semi-perméable qui est perméable à un ion et non perméable à un autre ion, comment ça s'appelle? L'ion va passer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. D'accord? Il faut faire la différence entre l'eau et les ions. Je vous donne un exemple. Qui est une soupe ou une sauce ou des بزاف مالحه واش ديروا تحطوا فيها البطاطا ولا البابا تاع الخبز صح ولا pourquoi parce qu'elle va se mouiller et elle va avoir une concentration très faible en sel. Donc le sel va migrer vers cette pomme de terre et vous allez sauver votre soupe. Ça, très bien. Donc, il va passer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Les ions passent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. L'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Je prends un globule rouge, revenons à notre cours. Je prends un globule rouge, je le mets dans un milieu qui n'est pas du tout concentré, très hypotonique, et l'eau va commencer à migrer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Là, le globule rouge ne peut pas supporter ce changement de volume. L'eau va entrer, où il va se dilater, jusqu'à ce qu'il explose. Et j'aurai une explosion du globule rouge. On appelle ça, j'aurai des débris membranaires que j'appelle des fantômes, des massifs, des fantômes. D'accord? هذا هو le choc osmotique تاع le globule rouge. نعم. Très bien. Donc j'aurai un surnageant et un culot. Le culot renferme des fragments de membrane, les fantômes des massifs. Très bien. Composition chimique, on continue. Analyse chimique des constituants du globule rouge. Donc on va utiliser deux techniques, la technique de chromatographie et l'électrophorèse. Vous connaissez la chromatographie et vous connaissez l'électrophorèse, identification des espèces moléculaires. Donc je vais utiliser des techniques physico-chimiques pour essayer de savoir quels sont les différents constituants de cette membrane plasmique. On reprend la chromatographie ou la تعرفوها. Vous êtes دوخكم الملح والبطاطا. Allez, on revient. S'il vous plaît.
On reprend. Est-ce qu'on reprend la chromatographie, l'électrophorèse ou ce n'est pas la peine? C'est pas la peine, on continue. Regarde. Chromatographie. Chromatographie, on prend un papier, le papier de Wattmann. Bon. Papier de Wattmann. Et. Dans le bac, oui. Donc, on prend un papier, c'est comme un papier buvard. Et vous savez que quand vous prenez du papier avec essuie ou là, ou vous le mettez sur une surface d'eau, l'eau va monter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une solution qui contient des molécules que je veux définir. Et à la belle, il y a la solution halwa. Donc, à la belle, il y a le sucre. Mais à la belle, je ne sais pas quel glucide, quelle ose simple elle contient. Je sais que c'est des oses simples. Je peux utiliser des réactifs chimiques, mais je peux utiliser aussi des techniques physiques, qui m'a la chromatographie. La chromatographie, qu'est-ce qu'elle fait? Je prends la feuille terre, papier buvard, où je laisse la solution terre migrer. D'accord? Très bien. La solution terre en migrant, les composants, les molécules contenues dans cette solution vont migrer avec. Ils vont monter. À un certain moment, la pesanteur ne va plus les laisser avancer. D'accord? Qui يحبسوا à un certain niveau. Le niveau, أنا fait des molécules dont je connais le poids moléculaire. J'y ai mis des molécules dont je connais le poids moléculaire. Donc on a 5 kg d'alcool. Je vais dire que cette molécule, elle pèse 5 kg d'alcool. D'accord? Donc je vais utiliser des molécules dont je suis informé, dont je connais le poids moléculaire, pour savoir le poids moléculaire de nouvelles molécules. Est-ce qu'on est d'accord? Comment savoir de quelle molécule il s'agit? Je vais utiliser des réactifs chimiques. Le maldose, le glucose, je peux utiliser la solution de Fehling pour prouver la présence de glucose. Donc, elle devient rouge, donc il y a du glucose. Le glucose pèse 5 kg d'alcool, donc il pèse 5 kg d'alcool. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? L'électrophorèse, c'est une technique qui est basée, donc la chromatographie, elle me permet d'avoir le poids moléculaire. Elle me permet de répartir les molécules selon le poids moléculaire. C'est-à-dire la chromatographie. L'électrophorèse, elle me permet de répartir les molécules selon leurs caractéristiques électriques et leur masse. Les deux. Et le poids moléculaire et les caractéristiques électriques. Comment je réalise une électrophorèse? Je prends les protéines ou les composants qui sont chargés électriquement et je les mets dans un champ électrique avec cathode et anode. Il y aura un circuit électrique entre les deux, mais les molécules théoriques vont suivre, ils vont migrer selon leur charge électrique. Si ils sont chargés positivement, ils vont migrer vers le côté négatif. S'ils sont chargés négativement, ils vont migrer vers le côté négatif. L'essentiel, il y aura une migration. La migration, elle est définie par le sens, pour savoir quelle est la charge, mais elle est aussi définie par la distance. L'électrophorèse, elles vont migrer, à un certain moment, ils habsent. Donc, la distance qu'ils utilisent, elle me permet d'avoir des informations sur le poids moléculaire. Plus une protéine ou une molécule est lourde, moins elle se déplace. D'accord? Moins elle se déplace. Très bien. Donc ces différentes techniques physico-chimiques, vous avez compris, ces différentes techniques, je vais les utiliser pour étudier la constitution biochimique des membranes plasmiques. Résultat de cette analyse, comme la membrane, je l'ai fragmentée, je l'ai refragmentée, j'ai utilisé la technique d'électrophorèse, j'ai utilisé la technique de chromatographie. Le résultat c'est ça. J'ai pu définir que la membrane plasmique est constituée en moyenne, il y a des différences, je sais mieux de 40% de lipides, de 60% de protéines et d'une faible quantité de glucides, 5 à 10%. Donc, quels sont les principaux constituants? Si on vous pose la question, quels sont, quand vous dans des QCM, je vous mets des techniques essentielles pour étudier la membrane plasmique et ses caractéristiques, ce sont la chromatographie et l'électrophorèse. La chromatographie et l'électrophorèse. Quelle est la répartition ou quels sont les principaux constituants de la membrane plasmique? Ce sont les lipides, les protéines et les glucides. 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 Très bien.
40% de lipides, 60% de protéines et un faible taux de glucides de 5 à 10%. Remarque, ces proportions peuvent varier sensiblement entre les types cellulaires, on le sait. Très bien, très bien. On va commencer par les lipides de la membrane plasmique. Les différentes variétés des lipides que je peux avoir. Les phospholipides principalement, le cholestérol et les glycolipides. Les glycolipides ne sont en fait que les précédents lipides, les phospholipides, sur lesquels vont se fixer des molécules glucides. D'accord? Ce sont des lipides liés à des chaînes glucides. Une partie du jeu glycocalyx. Donc, j'ai des lipides, des protéines et des glucides. Des lipides, des protéines et des glucides. Quand je parle de glycolipide, c'est quoi? Glycolipide, c'est un lipide sur lequel est fixée une chaîne glucidique. Donc, ce lipide sur lequel se fixe une chaîne glucidique, plus un autre lipide sur lequel se fixe une chaîne glucidique, plus un autre lipide, ces chaînes glucidiques vont me former le glycocalyx. Ces différentes chaînes glucidiques vont me former le glycocalyx. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, les principaux lipides, ce sont les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides. Les phospholipides constituent 55% de l'ensemble des lipides. 55%. Donc, ce sont les principaux lipides. Ce sont les principaux lipides de la membrane. Très bien. Très bien. Les lipides sont constitués, les phospholipides sont des molécules amphiphiles ou la bipolaires. Amphiphile, amphiphatique, bipolaire. Ça veut dire quoi le terme amphiphile? Amphi معناتها plusieurs. Phile معناتها aimé. Phile معناتها préféré. ياك Amphiphile معناتها elle est variable. Elle a une partie qui est hydrophile et une partie qui est lipophile. Une partie qui est hydrophile et une partie qui est lipophile et hydrophobe. Mais pour ça, vous avez raison, on va utiliser le terme hydrophobe. Là, justement, il ne faut pas utiliser. Tout ce qui est lipophile n'est pas hydrophobe. Dans ce cas, oui, il faut préférer le terme hydrophobe parce qu'on va utiliser la caractéristique hydrophobe des lipides, mais lipophile. Je vois pas. Les caractéristiques, elles sont importantes. Il y a des molécules qui sont hydrophiles. Hydrophiles, elles sont solubles dans l'eau. Hydrophobes, elles ne sont pas solubles dans l'eau. Hydrophobes, elles ont peur de l'eau. D'accord? Donc, les lipophiles ou les liposolubles, ils bouffent les lipides. Ils bouffent les solvants organiques. Qui met le benzène ou le chromatose, le chloroforme. Très bien. هذوما les lipophiles. Les lipophobes هما اللي يخافوا من les lipides. Mais là, il y a une certaine notion qui circule, tout ce qui est hydrophile et lipophobe. Parce que la majorité des constituants, oui, ça, quand c'est hydrophile, c'est lipophobe. Mais cette notion est très fausse. Tout ce qui est hydrophile n'est pas lipophobe. Tout ce qui est lipophile n'est pas hydrophobe. D'accord? Le meilleur exemple, je le vois, c'est l'alcool. C'est l'alcool qui est très hydrophile, très lipophile. Très hydrophile, très lipophile. L'alcool est dangereux. Quand une personne prend de l'alcool, supposons qu'on prend une grande quantité d'alcool. L'alcool est très hydrophile, donc il peut circuler dans le sang. Très bien. Donc il est facilement absorbé au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin, puisqu'il est hydrophile. Il arrive rapidement au niveau du sang, il est rapidement transporté par le sang et il est aussi lipophile. Donc il traverse très facilement les membranes cellulaires. Et il traverse rapidement la membrane de la barrière hémato-méningée. Vous savez que la barrière hémato-méningée, ou les méninges, elles sont principalement constituées de lipides. Les sphingolipides, la myéline,
كي بوزلوف شتي شحال مزيد علاش مزيف بوزلوف مزيف باسكو لو سيستيم نيرفو سنترال est très riche en lipides très riche وحنايا la couche de protection تاع le système nerveux et les méninges les fameuses méninges وهنايا on est en train de parler des barrières hématoméningiques parce que le système nerveux central n'est pas en communication directe avec le sang qui met les autres organes qui met le foie qui met le poumon qui met le cœur qui communique directement avec le sang le système nerveux central est protégé quand le système nerveux central quand le liquide céphalorachidien فوقو يعوم فيه يعوم dans un liquide qui est appelé liquide céphalorachidien ومن فوق le liquide céphalorachidien كاين les méninges d'accord ومن فوق les méninges كاين la circulation sanguine donc كاين une barrière qui est dite barrière hématoméningée ومن هاد la barrière hématoméningée عندها quelques caractéristiques certains vaisseaux c'est vrai كاين certains vaisseaux merci certains vaisseaux qui communiquent directement le sang et le cerveau. Donc il y a une deuxième barrière, la barrière hémato-encéphalique. Ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. Il y a des barrières qui séparent le sang du cerveau. Il y a des barrières qui séparent le sang du cerveau. Les barrières, elles sont principalement lipidiques. Elles sont lipidiques, les prolongements des astrocytes, etc. etc. Les lipides, l'alcool peut les passer rapidement. Donc il arrive rapidement au cerveau. Et c'est pour cela qu'il a des effets néfastes sur le comportement et sur la conscience. On est d'accord? Voilà. Donc l'alcool est hydrophile et lipophile. Mais généralement, quand une molécule est hydrophile, elle est lipophile. Donc, le phospholipide TI, il est constitué de deux parties. Une partie tête et une partie queue. La tête est représentée par un phosphore. Si vous vous souvenez de votre chapitre sur les lipides, vous avez vu la synthèse des phospholipides qui passe par là, qui peut suivre deux voies, la synthèse de l'acide phosphatidique, la voie de l'acide phosphatidique et la voie du glycérol phosphate, du glycérol phosphate. Voilà. Glycérol phosphate, puis il y a un acide gras qui vient s'y fixer. L'essentiel, c'est que ce phosphore va rester fixé au glycérol. C'est quoi un phospholipide? C'est quoi un phospholipide? Un phospholipide, c'est ça. C'est un glycérol avant tout, un squelette. Un glycérol. صح ولا لا لا؟ هذا c'est le glycérol. حنايا le glycérol تاعنا on va lui donner une représentation assez particulière. نديروا له هكا. هذا الرجل نديروها منه. علاش يا أخي؟ sur ce glycérol vont se fixer deux acides gras, un autre acide gras. Il y aura un phosphore qui se fixe. C'est l'acide phosphatidique. Sur ce phosphore, il y aura un alcool qui va se fixer. L'alcool, il peut être aminé ou non aminé. Les alcools aminés sont la choline, l'éthanonamine, phosphatidylsérine ou la sérine. Si je me souviens bien. Les autres alcools ne sont pas aminés. Très bien, mais l'essentiel l'alcool il va lier le phosphore. Le groupement il est hydrophile. La partie elle est hydrophile. Voilà, la belle le glycérol fait des fonctions OH, fait des fonctions alcool. Ça ou l'acide gras fait des fonctions acide carboxylique, COH. Donc l'acide gras va se fixer avec l'alcool. La fonction COH va aller avec la fonction OH, les deux sortent pour former une fonction ester. La fonction ester est hydrophobe. Parce que l'acide gras est constitué comme ça, c'est H3, puis CH2, 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 c'est le COH. Le COH c'était la fonction hydrophile de l'acide gras. Donc il l'a donné. C'est CH3. Donc, quand je mets un acide gras, l'acide gras, où est l'extrémité un CH3. Où le CH3 il est hydrophobe. La partie elle est hydrophobe. La partie elle est hydrophobe. La tête elle est hydrophile. Et c'est ça un phospholipide. Je le prends. ونقلبوا هاد l'image نقلبها هكا à 90 degrés. واش تولي لي هكا une tête et deux queues. C'est la représentation que vous utilisez pour représenter
un phospholipide. فهمتوا على جاي هكا لو phospholipide؟ Très bien. كيما رجل يضحكوا. Très bien. Voilà, là c'est le phospholipide. Et deux acides gras qui forment la queue hydrophobe et une tête hydrophile. Ça c'est le symbole représentatif. Très bien, on continue. Rappel de classification, deux groupes de lipides en fonction du composant majeur des têtes. Je peux avoir un glycérophospholipide, c'est les phospholipides les plus grands mains, les informes, c'est celui que je vous ai représenté maintenant, une molécule de glycérol sur laquelle sont fixés deux acides gras, plus un phosphore et un alcool. L'alcool peut être aminé ou non aminé. Très bien. Très bien. Ici, je peux avoir à la place du glycérol de la sphingosine. Ah, vous vous souvenez de la sphingosine? Vous l'avez vu, fait les lipides. La sphingosine est un composant un peu spécial. Il possède deux fonctions. Il possède une fonction alcool, il possède une fonction amine. Il possède une fonction alcool, il possède une fonction amine. L'acide gras, dans cette situation, la sphingosine, il ne va pas se lier à la fonction alcool. Il va se fixer à la fonction amine pour constituer la fameuse céramide. Pour constituer la céramide. Donc, c'est la céramide. Sur cette céramide, rose, le plus rose, ça c'est la céramide. Sur la céramide vont se lier plusieurs molécules possibles. Selon le type de molécule qui se fixe sur la céramide, j'aurai un sphingolipide particulier. Je peux avoir un alcool phosphorylé. C'est quoi? C'est un phosphore plus alcool. La choline, c'est un alcool. D'accord? Phosphore plus alcool qui se fixe et j'aurai un sphingophospholipide. Le sphingophospholipide, c'est la sphingomyéline. Ce n'est pas important de retenir tout ça pour cytologie. Hein? Vous avez vu ça biochimie. C'est la sphingomyéline. Je peux avoir un glucide pour me constituer les sphingoglycolipides. Je peux avoir différents constituants qui s'y fixent. Pour avoir une céramide, une sphingomyéline, je peux avoir un glycérophospholipide si c'est un alcool aminé. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir un ganglioside, un sulfosphingolipide. Ça, très bien. Donc, je peux avoir différents constituants selon le type de base, soit c'est le glycérol ou la sphingosine, et ce qui va se lier à ce glycérol ou à cette sphingosine. برك نتفاهموا حاجة. Qui تكون عندي une sphingosine, il y a la molécule de base, on ne va pas appeler cela un phospholipide. On va appeler cela un sphingolipide. Donc, je peux avoir soit un sphingolipide, soit un phospholipide. Les sphingolipides sont surtout présents dans le système nerveux. Très bien. Sphingophospholipide, glycérophospholipide. Les phospholipides, deux groupes de phospholipides sont présents dans la membrane. Les phosphoglycérides et les sphingomyélines. C'est des phospholipides, même quand il y a de la sphingosine, ce n'est pas important. Vous gardez la classification puisqu'elle est contenue dans votre cours. Le groupement, c'est ce que je viens de dire. Le groupement principal, c'est du glycérol. Ils sont majoritaires. Dans la cellule. C'est le glycérophospholipide. C'est le phospholipide par définition, par excellence plutôt. Plus les sphingomyélines, c'est de la sphingosine sur laquelle se fixe un acide gras sur un groupement amine et sur lequel se fixe un phosphore alcoolé. Vous savez qu'on a les rafts, plus la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est une gaine qui recouvre les axones des neurones. Très bien. Dans le groupe de phosphoglycérides, les composants de la tête déterminent 4 variétés de phospholipides. Glycérol plus phosphate plus inositol. Phosphatidyl inositol. C'est un alcool non aminé. Glycérol plus phosphate plus alcool ou base aminée. Ah non, il est aminé. Phosphatidyl choline, phosphatidyl éthanolamine, phosphatidyl sérine. Glycérol plus phosphate plus.
Très bien, très bien. خلاص هذا très bien. Donc هنا il nous parle des bases aminées et des bases non aminées, des alcools aminés et des alcools non aminés. هذا il est non aminé وهذا اللي sont aminés. كما قلت لكم قبل choline, sérine, éthanolamine. Choline, sérine, éthanolamine. هذوما ce sont les alcools aminés. Ce sont les alcools ou les bases aminées. Alcools aminés. وهنا ce sont les bases non aminées. C'est principalement l'inositol plus كاين واحد اخر le glycérol. Le glycérol. نقدر بالزياده على le glycérol qui me forme l'acide gras تاع le phospholipide تاعي, je vais avoir un autre glycérol qui se fixe pour former le phospholipide. C'est pas important tous ces détails. Hein. L'essentiel, apprenez les 4 alcools que je peux avoir. Soit un alcool aminé, soit un alcool non aminé. Les alcools aminés, la sérine, la choline, l'éthanolamine, et les non aminés, l'inositol et le glycérol. L'inositol et le glycérol. Vous savez les alcools non aminés? Phosphatidyl, inositol, je ne sais pas, normalement c'est phosphatidyl, glycérol. Puisque la phosphatidyl, là, il y a le glycérol. On peut vérifier son nom dans le cours des lipides. D'accord? Quels sont les lipides, les alcools non aminés? Là, les alcools, monsieur le nom des phospholipides. Inositol, glycérol. عاوديهم ولي aminés choline, sérine, éthanolamine. Choline, sérine, éthanolamine. Reprenez-les. Ou les non aminés? Très bien. Allez-y. هذوما les aminés ou les non aminés? Très bien. Choline. Excellent. C'est clair pour tout le monde? Très bien. Les phosphoglycérides, on se répète, glycérol plus phosphate plus alcool aminé, l'inositol, éthanolamine, sérine, choline. Bon, فهمت علاش حطهم كامل هنايا choline, inositol, éthanolamine, sérine. حاصل عاود درنا des représentations structurales. D'accord? Très bien. Les chaînes hydrocarbonées d'acide gras déterminent le degré de stabilité du phospholipide. Acide gras saturé, pas de double liaison, chaîne hydrocarbonée rectiligne droite et stable, comme l'acide palmitique. Acide gras insaturé, avec de double liaison, chaîne hydrocarbonée coulée, comme l'acide arachidonique, et elle est instable. Là, il nous parle de la stabilité des phospholipides, La stabilité des phospholipides est leur caractéristique de leur capacité à rester stable, à ne pas subir de modifications, Donc, il y a des mouvements et des coutures. Très bien. Donc, il me dit qu'il y a 2 types de phospholipides. Des phospholipides qui sont stables, et des phospholipides qui ne sont pas stables. Il y a plusieurs caractéristiques qui me permettent de définir la stabilité. Mais des caractéristiques, l'une des plus importantes des caractéristiques, c'est la saturation. La présence ou non de double liaison. D'accord? Donc, quand il y a double liaison, l'acide gras est coudé, il est instable. Quand il y a double liaison, l'acide gras est insaturé et il est dit instable. Très bien. S'il vous plaît. Pourquoi? Ça peut sembler un peu bizarre. Pourquoi? C'est quand la double liaison est absente, les mieux saturés. Parce que le Très bien, c'est à cause de ça. On a des acides gras saturés et des acides gras insaturés. Un acide gras saturé, c'est un acide gras qui m'affiche les doubles liaisons. Vous savez, c'est métaux saturé parce qu'il ne peut plus lier d'autres molécules. Il est saturé. Tous les CTO, alors ont une seule liaison avec une autre molécule. Ils ne peuvent plus réaliser de nouvelles liaisons. Par contre, quand un acide gras est insaturé, il possède des doubles liaisons. Les doubles liaisons, elles lui permettent de réaliser de nouvelles liaisons. Qui fait la double liaison, il y a simple liaison, et
et il aura une liaison libre. À la biha, pendant les caractéristiques physico-chimiques des lipides, vous avez vu l'hydrogénation. Tu fais ou là là? L'indice d'iode. Tu fais ou là là? L'indice d'iode, c'est quoi? Je prends un acide gras, nous dites l'iode. Il pourra lier l'iode comment? En transformant le double liaison en des liaisons simples. بعد هذيك la liaison جديدة اللي بدها يلصق فيها اليود. صح ولا لا؟ Très bien. Très bien. Donc, quand un acide gras est saturé, ça veut dire qu'il n'y a pas de double liaison. Quand un acide gras est insaturé, ça veut dire qu'il contient des doubles liaisons. Est-ce qu'on est d'accord? Selon le nombre d'insaturations, le nombre de doubles liaisons, je parle d'acide gras mono-insaturé, bi-insaturé, mono-insaturé, bi-non-saturé, tri-insaturé, etc. Très bien. Deuxième information. Troisième information, les oméga 3, les oméga. Ça, quoi là, là? Les un lipide, oméga 3. Le poisson contient de l'oméga 3, c'est bien pour le cerveau. Ça veut dire quoi oméga 3? Ça veut dire que ce lipide contient des acides gras qui contiennent des doubles liaisons qui sont sur la position 3 en partant de la fin. Qui comprend une double liaison en partant de la fin. Oméga, c'est une lettre grecque. C'est une lettre grecque, c'est la dernière lettre grecque. Oméga. Donc, oméga, c'est la dernière. Maintenant, je commence par la fin et je commence à compter. 1, 2, 3. À partir de oméga, à partir du dernier carbone. Donc, à partir du dernier carbone, je compte 1, 2, 3. Non pas une double liaison, ça veut dire que c'est un oméga 3. D'accord? Très bien. Donc, revenons à notre cours. On a des acides gras qui sont stables et des acides gras qui sont instables. Qu'est-ce qui définit la stabilité? C'est la présence ou non de double liaison. Quand un acide gras contient des doubles liaisons, il est dit instable. Quand il contient des doubles liaisons, il est instable. Quand il n'en contient pas, il est stable. La présence de double liaison me définit l'insaturation. Quand un acide gras contient des doubles liaisons, il est insaturé. Quand un acide gras contient des doubles liaisons, il est insaturé. Quand un acide gras contient des doubles liaisons, il est insaturé. Quand un acide gras contient des doubles liaisons, il est insaturé. Très bien. Phospholipide stable, phospholipide instable. On vous a donné l'exemple de l'acide palmitique et de l'acide arachidonique. Propriété des phospholipides toujours. Donc, les propriétés chimiques, on va étudier les phospholipides en milieu aqueux et cela va nous permettre d'établir la caractéristique d'auto-assemblage et d'auto-fermeture. La caractéristique physique, sous champ magnétique ou onde radio, cela va me définir la fluidité. RMN, ça veut dire quoi? Non? J'ai oublié. RMN. Étude par résonance magnétique nucléaire. Voilà, résonance magnétique nucléaire. Très bien. RMN. Résonance magnétique nucléaire. Voilà. Cette technique va me permettre d'établir les caractéristiques physiques qui sont la fluidité des acides gras. Haya, continue. Propriété chimique, l'auto-assemblage et l'auto-fermeture. Donc, je préfère parler de la caractéristique hydrophobe. Propriété des phospholipides. Grâce au caractère amphiphile, on y est revenu des phospholipides, elles contiennent un pôle hydrophile qui aime l'eau et un pôle hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Phospholipides plus eau, auto-assemblage et auto-fermeture. Quand je prends des lipides, des gouttelettes lipidiques et que je les mets dans de l'eau, elles vont avoir un comportement spécifique. Ils vont
d'abord fuir l'eau. Fuir l'eau en créant des micelles. Elles vont créer des micelles. Pourquoi j'ai des micelles? Supposons que j'ai une seule gouttelette au fond de l'eau. Elle va créer des micelles. Elle peut créer soit des micelles, soit des liposomes. Soit des micelles, soit des liposomes. C'est quoi une micelle? C'est ça une micelle. C'est le fait de cacher la partie hydrophobe et d'exposer la partie hydrophile. Une seule gouttelette. Donc, les lipides vont se protéger. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui les entoure. Il y a de l'eau qui les entoure. Elles vont s'auto-assembler. Auto-assemblage. Elles vont créer un mur. Elles vont créer une surface. Et auto-fermeture. Elles vont créer une boule. Ça, on appelle ça une micelle. Pourquoi créer cette micelle? Pour exposer la partie hydrophile, pour qu'elle soit au contact de l'eau, et cacher la partie hydrophile. Elles peuvent créer soit une micelle, ou bien si je les laisse dans le temps, elles vont, puisque l'huile, il peut avoir une densité qui est inférieure à celle de l'eau, ça, ils vont créer une bicouche de phospholipides. Ils vont monter sur l'eau. Vous connaissez le livre Guide Maupassant sur l'eau? Non. Sur l'eau. L'essentiel. Donc, ils vont se déposer, ces phospholipides vont se déposer à la surface de l'eau. Ils ont fui l'eau et ils ont créé aussi une barrière. Qui m'a le fameux exemple là. يسيبوا لي عنده زائد واحد زيت وين بلي زيت ومن كيف واش بيهم لي لامبال non il ne faut pas se compliquer l'existence. J'aime toujours les solutions qui sont les plus simples. Il faut être simple في الدنيا. La vinaigrette تخلوها تبات ماشي ما تدير بلا فينيغرات تخلوها تبات انا باش قلت لكم il faut être simple. C'est plus simple la vinaigrette que la lampa, je ne sais pas. هاي la vinaigrette واش فيها الخل فيها الزيت دونك كي تخليوها تبات الزيت يطلع ودونك il y aura une séparation des deux couches, il y aura une création d'une bicouche de phospholipides. صح ولا لا؟ صافي فينيغرات على بالك لازم تحركوا وتخلطوا لا فينيغرات قبل ما تسربوها. Donc soit créer des micelles, soit créer une bicouche de phospholipides si on leur laisse le temps de monter et d'avoir une structure plane, soit créer un liposome. C'est quoi la différence entre un liposome et une micelle? La micelle contient une seule couche. Le liposome en contient deux. Qui peut me dire quand est-ce que je peux créer un liposome? Très bien, quand il y a beaucoup de phospholipides. Je ne peux pas me cacher par une grosse micelle. Les extrémités des phospholipides c'est impossible dans l'espace. Donc, l'eau, non seulement mais je vais l'emprisonner. Je vais créer une couche interne de phospholipides qui contient l'eau et une couche externe qui aussi se cache de l'eau. D'accord? Donc, en fait, le liposome, c'est quoi? C'est la bicouche lipidique qui se ferme. D'accord? C'est la bicouche lipidique qui se ferme. Cela me permet de gagner de l'espace. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde a compris? Très bien. Dans la membrane plasmique, les phospholipides s'organisent en bicouche lipidique. Je connais chatra, ou la chatra, puisqu'il n'y a pas de garçon. La membrane plasmique, on peut la comparer à quoi? Les structures théoriques. La membrane plasmique, la cellule, c'est quoi? C'est un liposome. Très bien. La cellule, je peux la comparer à un liposome. Parce qu'il y a deux couches qui sont très éloignées, qui emprisonnent l'eau et qui se cachent de l'eau. Elle emprisonne quelle eau? Le cytoplasme. Ou elle se cache de quelle eau? C'est le milieu extracellulaire. Ça, très bien.
Résultat, dans la membrane plasmique, les phospholipides s'organisent en une bicouche lipidique. Remarque, à l'isolement, les fractions de membrane cellulaire forment des microsomes. Voilà, les microsomes, c'est quoi un microsome? Un microsome, c'est un petit liposome qui vient de la membrane plasmique. Donc, quand je prends la membrane plasmique et je la dégrade, elle va créer des petites cellules. D'accord? Des petits liposomes. Les petits liposomes, je les appelle microsomes. Microsomes. Donc, une micelle, c'est une couche de phospholipides. Un liposome, c'est deux couches de phospholipides. La membrane plasmique dans la cellule, elle est comparable à un liposome géant. La membrane plasmique, quand je la fragmente, elle va créer des petits liposomes. Comment j'appelle ces petits liposomes? Je les appelle microsomes. Très bien. Propriété des phospholipides. On continue. Maintenant, la propriété physique sous résonance magnétique nucléaire. Je vais pouvoir conclure que les phospholipides, en fait, les phospholipides, ils peuvent bouger et ils ont plusieurs mouvements. Le mouvement de bascule ou flip-flop, le mouvement de rotation, le mouvement de flexion et le mouvement de diffusion latérale. La diffusion latérale, la flexion, la rotation et le flip-flop. Les trois, la diffusion latérale, la flexion et la rotation, ils sont fréquents, rapides et spontanés. Le flip-flop, il est plus rare, il est très lent et il utilise une enzyme et de l'ATP. On a étudié les caractéristiques. On a étudié les caractéristiques chimiques des phospholipides. On a étudié les caractéristiques chimiques des phospholipides. Où je connais les caractéristiques chimiques, l'auto-assemblage et l'auto-fermeture. Maintenant, on est en train de voir des caractéristiques physiques. Quelles sont ces caractéristiques physiques? C'est la diffusion latérale, la flexion, la rotation et le flip-flop. C'est quoi la diffusion latérale? La diffusion latérale, c'est la capacité. C'est quoi la diffusion latérale? C'est la capacité de ce phospholipide à changer d'endroit. Il va bouger et venir ici. Ici. D'accord? Donc ils peuvent bouger. Dans l'espace. D'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Un phospholipide peut bouger à l'intérieur d'une même membrane. On appelle ça la diffusion latérale. Il peut diffuser. Il peut réaliser des mouvements de flexion. C'est-à-dire que ses bras peuvent se fléchir. D'un côté et de l'autre. Il peut réaliser des rotations sur lui-même. Le phospholipide, il peut réaliser des rotations. Très bien. Les trois mouvements, ils sont fréquents. On a dit qu'ils sont fréquents. Ils sont rapides et ils n'ont pas besoin d'enzymes. Ils se font spontanément. Ces mouvements se font spontanément. Ils n'ont pas besoin d'enzymes. Très bien. Fréquent, rapide, spontané. Quelles sont les trois caractéristiques, Tabiba? Fréquent. Oui. Le troisième c'était rapide. Reprenez-les. Fréquent. Spontané, ils n'ont pas besoin d'enzymes. Fréquent, cela se fait souvent dans une cellule. Très rapide, maintenant c'est rapide dans l'autre. D'accord? On a un autre mouvement qui est le mouvement de bascule ou flip-flop. Flip-flop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un phospholipide contenu dans la membrane, l'hémimembrane interne, peut se retrouver dans l'hémimembrane externe. معناتها يكون هنا ياك
واش يصرى له يتقلب هكا hop il va se retrouver ici والفوقاني يقدر يهبط flip flop dans les deux sens flip flop donc j'ai deux enzymes واحدة اسمها la flippase واحدة اسمها la floppase d'accord deux enzymes la flippase et la floppase d'accord le mouvement il est plus rare il nécessite de l'énergie et il se fait sous enzyme, sous action enzymatique, soit la flippase, soit la floppase. Il ne doit pas être lié. D'accord? Pour pouvoir migrer. Là, il se détache. L'essentiel, il a quand même le glycocalyx. Très bien, très bien. Donc, il ne doit pas être lié. Non, il y a des glycolipides ou il y a des glycoprotéines. Quand on avait parlé des différents lipides, on avait dit les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides. Donc ils se fixent et sur les protéines et sur les lipides. Il y a une partie des glycolipides qui entrent dans la constitution du glycocalyx. D'accord? Très bien, très bien. Est-ce qu'on est d'accord? On continue. Très bien, ces mouvements donnent une grande fluidité à la bicouche lipidique. Vous voyez donc les phospholipides peuvent avoir une diffusion latérale. Et donc, qui chauffe les protéines, on verra que même les protéines peuvent avoir une diffusion latérale. Et c'est pour cela qu'on parle d'une structure fluide, d'une structure membranaire fluide. Très bien. La flippase et la floppase sont des enzymes ATP dépendantes participant au maintien normalement sans T, maintient le nom, ça s'écrit sans T, de la symétrie de la membrane, en faisant passer des lipides du côté cytosolique au côté non cytosolique et inversement. Celle qui fait sortir, c'est la floppase. Celle qui fait sortir, c'est la floppase. Celle qui fait entrer, c'est la flippase. En faisant passer les lipides du côté cytosolique au côté non cytosolique, c'est-à-dire de dedans en dehors. C'est la floppase. Et inversement, de dehors en dedans. C'est la flippase. Donc la flippase fait entrer, la floppase fait sortir. La flippase fait entrer, la floppase fait sortir. Ou je dis la flippase? C'est sûr. Et la floppase? Très bien. Ou je dis la flippase? Et la floppase? Très bien. On est d'accord? Les deux mouvements sont réalisés avec consommation d'ATP. Au cours de l'apoptose, dont on avait parlé hier, la mort cellulaire programmée, il y a perte de la symétrie sous l'action de la scramblase. Surtout, je dis la scramblase. La scramblase est une enzyme dépendante du calcium. C'est une calciprotéine. Elle facilite le mouvement bidirectionnel des lipides dans la bicouche pour les répartir de manière symétrique. Elle provoque la destruction de la symétrie des lipides membranaires, notamment pour la phosphatidylsérine, PS, la phosphatidylsérine, qui perd sa localisation exclusivement sur le feuillet interne. Regardez ce qu'on est en train de vous dire. La symétrie fait partie de la vie. La symétrie fait partie de la vie. Il faut savoir que la nature aime l'égalité. La nature aime l'équilibre. Quand il y a quelque chose de déséquilibré, la nature le rétablit pour le rendre à l'équilibre. Donc, pour pouvoir créer un déséquilibre, il faut lutter contre la nature. Et pour lutter contre la nature, il faut avoir de l'énergie. C'est le même principe dans la pompe ATP. Vous vous souvenez de la pompe K+, NA+, ATPase. K+, NA+, ATPase. C'est quoi son travail? C'est de faire sortir le NA+, contre son gradient de concentration. Et de faire entrer le K+, contre son gradient de concentration.
Pourquoi? Pour pouvoir avoir une différence de potentiel entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Et c'est cette différence de potentiel qui nous permet d'avoir le fameux potentiel de repos. Un potentiel de repos. Une cellule qui est au repos chargée. Une cellule qui est au repos chargée, qui a un potentiel. Donc ce potentiel de repos, il est dû à quoi? Il est dû à l'éternel travail de la pompe là. Très bien. À la différence de répartition des ions de côté et d'autre. Et cette différence de répartition des ions, elle est due à quoi? Elle est due à l'action de la pompe ATPase, Na plus K plus ATPase. Donc cette ATPase, elle lutte contre l'équilibre. S'il n'y avait pas de pompe, le Na plus allait entrer jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, et le K plus allait sortir jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc la pompe crée des déséquilibres. Pour pouvoir créer ce déséquilibre, elle consomme de l'énergie. D'ailleurs, la flipase et la flopase font la même chose. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de lutter contre l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est la symétrie. J'ai la même quantité de phospholipides de ce côté que de l'autre. J'ai le même type de phospholipides du côté externe que du côté interne. Non, la flipase et la flopase, elles ne laissent pas l'équilibre se créer. Elles ne laissent pas la symétrie se créer. Elles luttent contre la symétrie. Elles sont en train de créer la symétrie. Comment elles créent la symétrie? En envoyant les phospholipides de part et d'autre jusqu'à ce qu'il y ait une asymétrie. Et l'exemple le plus important, c'est la phosphatidylsérine. La phosphatidylsérine, ما يخليوهاش كامل تروح لا ممبران اكسترن ما يخليوهاش كامل تروح لا ممبران اكسترن. وين تكون كاينه une phosphatidylsérine, ils essaient de la maintenir sur la membrane interne dans une cellule vivante. La membrane plasmique تاعها, la phosphatidylsérine a une localisation interne. Donc c'est asymétrique. Qui fait une membrane? La membrane interne. La membrane interne elle contient la phosphatidylsérine. La membrane externe elle ne contient jamais de phosphatidylsérine. C'est un déséquilibre. C'est une asymétrie. Elle est réalisée grâce à l'action de la flipase et de la flopase. Est-ce qu'on est d'accord? Qui montre la cellule, il n'y aura plus d'ATP. La flipase et la flopase ne pourront plus travailler. Dit une autre enzyme qui n'a pas besoin d'ATP, parce qu'il y a besoin de calcium, elle va créer l'égalité. تقول كاين لاسيرين داخل كاين لاسيرين برا كاين 10 لاسيرين برا كاين 10 لاسيرين داخل. On est d'accord? Très bien. Pour le calcium, il faut savoir que le calcium, en cours de la vie, vous avez vu la physiologie, les sarcomes réticuloplasmiques, etc., le sarcoplasme, que le calcium était emprisonné. Le calcium était emprisonné à l'intérieur du sarcoplasme, du sarcomère. Très bien, du sarcomère. Il fallait le libérer pour augmenter sa concentration et créer la contraction locale. Quand il y a une mort cellulaire, on a cellule meurt, le sarcoplasme, le réticulum sarcoplasmique va s'exploser. Le sarcomère va s'exploser. Il va libérer le CA2+, et la quantité de CA2+, va augmenter dans le cytoplasme. C'est pour cela que la scramblase peut travailler. Ou l'augmentation du CA2+, dans le cytoplasme, elle apparaît dans quoi? Elle apparaît dans le rigor mortis. Vous connaissez le rigor mortis? Est-ce que vous avez vu une personne morte les premiers instants? Jamais. Qui a vu une personne morte? Les premières heures, comment elle est la personne morte? Tibs. Ça, elle prend une position. Certains même remarquent des grimaces. La personne morte, elle prend une l'essentiel, il y a une contraction musculaire. Cette contraction musculaire, elle est due à quoi? Elle est due à la libération du CA2+. Le CA2+ va se fixer sur les sites de fixation du CA2+ sur la troponie. Il y aura une exposition des sites de fixation de la tropomyosie et une contraction musculaire. Elle est du rigor mortis. Le rigor mortis, c'est la contraction musculaire post-mortem qui est due à la libération accrue du CA2+.
Avec le CA2+, en se libérant, il va se fixer et il va créer une contraction musculaire. Le rigor mortis va céder au bout d'une journée à 2 journées où il y a la putréfaction dans le cadavre. Le cadavre va commencer à se dissoudre. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc la scramblase va recréer l'équilibre de part et d'autre. Oui, c'est des cellules apoptotiques. Oui. Mais bon, la scramblase, elle agit sur une cellule apoptotique, sur un cadavre, même si l'être vivant. Quand une cellule meurt, quand je vous ai cité le rigor mortis, vous savez, la scramblase, elle agit sur les cadavres. Attention, elle agit sur les cadavres. Bon, la scramblase, ils ont cité l'effet de l'apoptose. L'apoptose, elle est réalisée surtout par l'être vivant. D'accord? Qui te montre une cellule, à terme, il est vivant. D'accord? Très bien. La scramblase va créer l'effet inverse du fluide. Donc, on a comment ça s'appelle? La phase et la phase. C'est elle qui réalise le fluide. Ça, donc, elle permet de réaliser un déséquilibre, asymétrie. La scramblase, elle va réaliser l'effet inverse. Elle va créer une symétrie. Elle va créer une symétrie en veillant à ce qu'il y ait la même quantité de phospholipides et le même type de phospholipides dans la membrane externe que dans la membrane interne. Non, pas seul. Pas seul. D'accord? Non? Là, dans l'apoptose, je ne sais pas. Avoir des membranes égales. Je ne sais pas quel est le rôle physiologique. Aucune idée. Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être que c'est plus facile d'utiliser les débris membranaires. D'accord? Très bien. On va chercher quel est l'effet de la scramblase, quelle est l'importance de la scramblase. La fluidité, propriété des phospholipides. La fluidité, on n'en a pas parlé. Les mouvements fréquents des phospholipides créent des espaces entre eux et augmentent la déformabilité de la membrane. La membrane, elle est déformable. Vous vous souvenez du mouvement de flexion? Un acide gras, il se fléchit. C'est la flexion du phospholipide. De la flexion, les mouvements les chaînes, les acides gras, ils permettent d'avoir une certaine fluidité et la membrane devient déformable. La membrane n'est pas rigide, ça, elle peut se déformer. Elle est fluide. La fluidité, non, elle est flexible, oui. La fluidité des lipides dans la bicouche donne une élasticité à la membrane. Donc la membrane peut résister au choc, la membrane peut augmenter sa surface d'échange, d'accord? Elle est fluide, elle n'est pas rigide. Propriété des phospholipides. On continue. Facteur d'influence de la fluidité. Qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue? En cas d'augmentation de la température corporelle, la fluidité des lipides membranaires augmente, c'est clair. Alors que, que les températures basses la stabilisent. Le froid, il va geler les tissus. Les mécanismes de congélation, pas de congélation, les mécanismes de rigidité de ces tissus, c'est la rigidité membranaire. La richesse de la membrane en lipides à acides gras saturés et en cholestérol la rend plus rigide et plus stable. On avait vu que la présence d'acides gras saturés augmentait la stabilité. Ça, vous vous en souvenez? Très bien. Maintenant, on nous rajoute une deuxième information, c'est la présence du cholestérol. Le cholestérol intervient dans le colmatage et l'assemblage autour de lui des phospholipides. Donc le cholestérol aussi augmente la stabilité de la membrane plasmique. Le cholestérol aussi augmente la stabilité de la membrane plasmique. Qu'est-ce Très bien. Mais c'est la saturation. La fluidité. On a la température. Quand il est saturé, il est plus rigide. Oui. Par exemple, disons que y a des acides vraiment saturés. Oui. Une membrane qui est des acides vraiment saturés. Oui. Si on va diminuer la température, Oui. chaque les...
Vous êtes en train, non, vous êtes en train de comparer entre deux facteurs différents. Je prends une enzyme qui a une température d'action optimale et un degré de pH optimal. Je prends l'enzyme, la température optimale c'est 37 degrés, ou le pH optimal c'est 6,7. أنا نحطها في 37 degrés. Ça نحطها في le pH 4. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de comparer entre deux facteurs différents. La température ou la présence d'insaturation. Il est quand la température favorable, elle augmente la fluidité. Je la prends comme un facteur indépendant. On appelle ça un facteur indépendant. Ou vous avez parlé d'insaturation. Il est la fluidité. Il est que les insaturations. La fluidité. Il est que des saturations, mais cache les doubles liaisons, il y a la fluidité. Donc il faut créer une somme des facteurs. Il ne faut pas mélanger entre facteur et un autre facteur. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, on est en train de parler des différents facteurs qui contrôlent la fluidité membranaire. On a parlé de le premier qu'on avait cité, c'était des caractéristiques chimiques, c'était la présence de double liaison. Là, l'insaturation. L'insaturation augmentait la fluidité. L'insaturation augmente la fluidité. L'insaturation augmente la fluidité. Très bien. Donc, on va dire que la saturation diminue la fluidité. La saturation diminue la fluidité. La saturation diminue la fluidité. Très bien. La saturation diminue la fluidité. Le cholestérol diminue la fluidité. Le cholestérol diminue la fluidité. Le froid diminue la fluidité. Le froid diminue la fluidité. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, qu'est-ce qui diminue la fluidité? La saturation, le froid ou le cholestérol. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. C'est un cours barbant. Allez, on continue. Il faut être courageux. Asymétrie de répartition. En plus, mes classes. Asymétrie de répartition, la différence de concentration des phospholipides dans les deux monocouches détermine une asymétrie biochimique. Biochimique. Vous vous souvenez, on avait parlé de quoi on avait parlé? On avait parlé d'asymétrie biochimique et d'asymétrie structurale. On avait parlé d'asymétrie biochimique et d'asymétrie structurale. L'asymétrie biochimique, l'asymétrie structurale, elle était due jusqu'à maintenant à la présence du glycocalyx et du feutrage microfilamentaire. À la présence du glycocalyx et du feutrage microfilamentaire. Et l'asymétrie biochimique, on a à la présence inégale des différents constituants dans les deux hémimembranes. Donc on va détailler un peu cette asymétrie biochimique. Il nous dit ici que la différence de concentration des phospholipides dans les deux monocouches détermine une asymétrie biochimique. Une asymétrie biochimique. Donc on peut dire, ou là on va dire que les phospholipides ont une certaine affinité. Les phospholipides ont une certaine affinité. Certains phospholipides sont localisés surtout au niveau interne. D'autres phospholipides sont plus localisés du côté externe. Certains phospholipides sont situés surtout du côté externe. D'autres phospholipides sont surtout localisés du côté interne. Hayya. Qui est-ce qui fait quoi? On a la choline, la sphingophosphatidyl-choline, ou le sphingolipide accoline. هذاك اللي فيه sphingosine plus acide gras plus phosphore plus choline. La sphingomyéline, قلت لكم اسمها la sphingomyéline. Donc la phosphatidylcholine ou la sphingomyéline, on les retrouve la membrane externe. On les retrouve la membrane externe. Ça c'est très important. Vous apprenez ça. La phosphatidylcholine et la sphingomyéline sont retrouvées dans la membrane externe. La phosphatidylcholine et la sphingomyéline sont retrouvées dans la membrane externe. La phosphatidylcholine et la sphingomyéline sont retrouvées dans la membrane externe. Très bien. Très bien. Le reste, la phosphatidyléthanolamine, sérine, inositol sont retrouvés dans le côté interne. Dans le côté protoplasme. Très bien. Protoplasme. Haya, vous reprenez, très bien. Allez-y, je connais qu'ils sont retrouvés sur le côté externe. Phosphatidylcholine. Aouti.
c'est le côté exoplasmique. Ou le côté protoplasmique, On a les trois sexes. inositol, sérine et tonalamine. Sérine et tonalamine, ou هذاك الاخر اللي ماشي الكول اميني سي لينوزيتول. هاي تحفظوهم دوكا. Allez-y. شكون هما اللي sont retrouvés في le côté exoplasmique? Très bien. Ou interne? Très bien. 10 sur 10. عاودي انتي عاودي. في الكوتي اكزوبلازميك سفنغوميلين وفوسفاتيديكولين ايه ولا بروتوبلازميك فوسفاتيديلسيرين ايه طال سيرين كولين اينوزيتول. عاودي سيرين كولين اينوزيتول. Très bien. Allez-y, طبيبة. Protoplasmique. Protoplasmique. Interne. Très bien. انت كنتي عكستهم. قولوا خلينا. Allez-y, طبيبة. Sérine éthanolamine ou exo-sphingomyéline. Très bien. Allez-y. Très bien. Allez-y. Les moraha. Oui. Très bien. Oui. هذا وش هو؟ Très bien. Mieux. Très bien. Allez-y. Très bien. On continue. Voilà. Non. Structurale. Très bien. La sphingomyéline est constituée d'une sphingosine, le lipide principal, le lipide de base. C'est un lipide qui contient une fonction alcool et une fonction amine. Avec la sphingomyéline, il y aura un acide gras qui se fixe sur la fonction amine. Un acide gras qui se fixe sur la fonction amine, la fonction alcool. En bas, le tout il constitue une céramide. Sur cette céramide, il y aura un alcool plus la choline qui se fixe. Il y aura de la choline qui se fixe. Il y aura de la choline qui se fixe. Donc il y aura de la choline plus céramide. Est-ce qu'on est d'accord pour la sphingomyéline? Très bien. Phosphatidylcholine, qui est du glycérol, sur lequel sont fixés deux acides gras plus un phosphore. Le phosphore, il s'appelle une choline. Donc la principale différence, c'est la molécule de base. C'est la sphingosine, c'est le glycérol. C'est un phospholipide, c'est un sphingolipide. Est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est quoi le problème? C'est clair d'accord? Sûr? Très bien. Allez, on continue. Asymétrie de répartition. La différence de concentration des phospholipides dans les deux monocouches détermine une asymétrie biochimique toujours. La phosphatidylcholine, on a déjà la face externe principalement. La phosphatidylinositol, l'interne principalement. Phosphatidylsérine, on a l'interne. Phosphatidylsérine, j'ai rien l'interne. Vous voyez, 0. On a 100%. Phosphatidylinositol, qui l'interne plus. Ou les sphingomyéline le côté externe. Donc choline plus sphingomyéline externe et les trois autres le côté interne. Très bien. Les variétés, les différentes variétés des lipides, ou les autres variétés de lipides. Le cholestérol,
Le, chol- le cholestérol représente 25% des lipides. Sa structure, le noyau de base, c'est un noyau de cyclopentano-péridrophénotrène. Cyclopentano-péridrophénotrène. Il est constitué de 6 cycles, de 5 cycles, de 4 cycles, pardon, pentamériques et un cycle hexamérique, l'essentiel. Il est constitué de 4 cycles ABCD, 3 pentamériques, 1 hexamérique, j'ai oublié. La structure, c'est un 1, 2, 3, 4. Oui, 4 cycles. 4 cycles dont un contient 6 atomes de carbone. 4 cycles. Très bien. Groupement hydroxyle polaire, parce qu'il possède une fonction OH, c'est la partie polaire. Hadoma, c'est le noyau stéroïde. Le noyau stéroïde, c'est le noyau stérane. Le noyau stérane est le noyau cyclopentano-péridrophénotrène. Il a une structure plane et rigide dans l'espace, plus une chaîne hydrocarbonée. Cette partie est hydrophobe, CH3, non? Ou cette partie est hydrophile puisqu'elle contient une fonction alcool. C'est le cholestérol non estérifié. Très bien. Le cholestérol, il peut s'estérifier avec un acide gras et il est du cholestérol estérifié. Très bien. C'est le symbole du cholestérol. لمن الريبوزوم والريبوزوم لمن يشبه بنادم لمن عرفش نديسي ماشي قطع Si je vous fais ça, d'accord. Et qu'on fasse ça. Où est-ce que Renflex. Vert foncé. D'accord. T'as renflex. T'as Pokémon. Pikachu ou pas? Renflex, il ressemble à Renflex. Allez, on continue. Pas de ce Renflex. Très bien, propriété. Quelle est la propriété de ce cholestérol? C'est le colmatage des phospholipides. Le colmatage. Il va les colmater, il va les lier l'un avec l'autre. Colmatage des phospholipides voisins par interaction des noyaux stérols avec les queues de phospholipides. Donc, la fluidité, c'est de la rigidité. Très bien, très bien. Regardez, puisqu'il a un pôle hydrophobe, le pôle hydrophobe va attirer les différentes parties des acides gras hydrophobes, et il va les lier les uns avec les autres pour augmenter la rigidité et diminuer la fluidité. Très bien, très bien. Les glycolipides, on a terminé avec les phospholipides, on a terminé avec le cholestérol. Maintenant, on va voir les glycolipides, qui représentent entre 10 à 20%. On a 18% des lipides. Structure, ce sont des molécules amphiphiles, toujours. Ils ont une tête en hydrophile qui est représentée par un sucre ou plusieurs sucres. On sait très bien que les sucres sont hydrophiles, ils sont hydrosolubles, qui ont une fonction aldéhyde ou une fonction cétone, aldose ou cétose, etc. Et une queue hydrophobe représentée par les acides gras. En fait, les glycolipides, ce n'est qu'un lipide des phospholipides sur lesquels vont s'accoler des molécules glucidiques. Voilà. Par exemple, il y a une sphingosine, un acide gras et une chaîne oxydique. On appelle ça un ganglioside. D'accord? Un ganglioside. Ah non, le ganglioside, c'est là où il y a... C'est un cérébroside. C'est l'acide sialique. Très bien.
هنايا وشوفوا واش سماو. هذا c'est un cérébroside. Cérébro parce qu'il est contenu dans le tissu cérébral. سماوه galactocérébroside parce que l'os qui est fixé et c'est un galactose. Sauf on peut rapidement regarder. Pour ne pas se perdre. D'accord. Très bien. Les différents sphingolipides selon le composant qui s'y fixe. Si c'est un H, ça reste une céramide, d'accord? Si c'est un phosphate, ça devient un céramide phosphate. Si c'est une phosphocholine, c'est une sphingomyéline, d'accord? Si c'est un glucide, on va appeler ça un glycosphingolypide. Si c'est un ose simple, pas un glucide, ça va être un cérébroside, d'accord? Si c'est un ose sulfaté, ça va être un sulfoglycolipide. Si c'est un ose plus acide sialique, c'est un ganglioside. Donc on a fait comme cérébroside comme ganglioside. Le ganglioside qui contient l'acide sialique. Le ganglioside qui contient un acide sialique ou qui contient un ose barque, c'est cérébroside. Vous n'allez pas apprendre ça, d'accord? Sauf si vous passez biochimie, parce que c'est inclus dans vos cours de biochimie. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord? On continue. La propriété des glycolipides, on va avoir à peu près les mêmes propriétés que les lipides. Fluidité par tous les mouvements fréquents et rapides des phospholipides. Pas de mouvement de bascule. Vous voyez que quand c'est lié à quelque chose, ça ne réalise pas de bascule. Ça réalise les mouvements sur le même plan, les mouvements de fluidité, d'accord? La diffusion, la rotation et la flexion, mais pas de bascule puisqu'il ne peut pas transporter la molécule glucidique qui s'y fixe. Là, c'est pour détacher la chaîne glucidique. Asymétrie de répartition présente exclusivement dans la monocouche externe. Ils ne sont pas présents sur la monocouche interne. Très bien. La présence de glycolipides exclusivement dans la monocouche externe de la membrane détermine une asymétrie biochimique. C'est une asymétrie biochimique. Comme l'asymétrie structurale, c'était la présence du glycocalyx et la présence du feutrage. L'asymétrie biochimique, elle est due à la différence de répartition des différents constituants membranaires de part et d'autre. Les glycolipides, puisqu'ils sont présents juste dans la phase externe, ils manifestent une asymétrie biochimique. Mais ils participent à la formation du glycocalyx, ça fait qu'ils interviennent indirectement dans l'établissement de l'asymétrie structurale. Oui, puisque plutôt il participe à la formation du glycocalyx. D'accord? Allez, on continue. Très bien. Propriété des glycolipides. Charge négative de la surface membranaire. La présence de plusieurs résidus d'acide sialique, les cérébrosides, les gangliosides, dans la chaîne glucidique constitue une charge négative en surface. Le glycocalyx il est chargé négativement. Et c'est très important dans le métabolisme cellulaire. Cela donne une charge négative à la cellule. La cellule peut se protéger, la cellule peut attirer certains composants qui lui sont bénéfiques. D'accord? Très bien. Les fonctions des phospholipides. Les phospholipides déterminent la structure de base en bicouche lipidique. Chauffe. Même si on avait dit que les lipides représentaient 40% des constituants de la membrane et les protéines 60%. On ne peut pas dire que ce sont les protéines qui sont les principaux constituants de la membrane, parce que la répartition dans l'espace membranaire des lipides est plus importante que la répartition protéique. Les protéines, elles sont grosses,
il y a beaucoup d'acides aminés, donc en quantité absolue, elles sont plus importantes, le poids moléculaire. Ça fait la répartition, c'est les lipides qui sont plus importants. Voilà, très bien. C'est les lipides qui définissent l'architecture. C'est les lipides qui permettent de localiser ce récepteur ou ce récepteur. Donc on va dire que c'est les lipides qui sont les principaux constituants membranaires. D'accord? Constitue une barrière imperméable aux molécules hydrosolubles. On va voir cette partie-là, perméabilité. La membrane plasmique est un moyen de protection et d'imperméabilité. Elle ne laisse pas passer les molécules hydrosolubles. Elle laisse passer l'eau, en de très petites quantités. L'eau peut passer par diffusion simple à travers la membrane plasmique. L'eau peut passer par diffusion simple à travers la membrane plasmique, mais ce n'est pas le principal mode de transport. Le principal mode de transport se fait via les aquaporines. Mais une certaine quantité d'eau peut passer directement par diffusion simple. Une petite quantité d'eau peut passer par diffusion simple. Mais donc les grosses molécules hydrophiles et lipophobes, mais qui met les glucides, d'accord, ils ne peuvent pas passer à travers la membrane plasmique. Les des transporteurs spécifiques qui sont les transporteurs spécifiques des os. Les glutes, très bien, les glutes. Très bien. Par la propriété d'auto-assemblage et d'auto-fermeture, les phospholipides permettent la réparation de la membrane en cas de dommage. Si la membrane est lésée, si la membrane est touchée dans un endroit, il y aura un auto-assemblage qui refermera, ou la auto-fermeture qui fermera la membrane plasmique. Très bien. La fusion des membranes cellulaires, endocytose, exocytose, c'est grâce à la caractéristique d'auto-assemblage que je peux avoir un pincement pour réaliser une endocytose ou une exocytose. Vrai ou pas? Très bien. L'étranglement de la cellule en deux à la fin de la division. Et la division cellulaire, elle passe par une augmentation de la taille de la cellule mère, elle augmente la quantité membranaire, puis il y aura un pincement au milieu pour créer de nouvelles cellules. Vous voyez? Donc, c'est les caractéristiques de séparation. On va dire deux nouvelles membranes qui se sont séparées. On va dire qu'il y aura un auto-assemblage ou une auto-fermeture de la nouvelle cellule. Donc, ces caractéristiques d'auto-assemblage et d'auto-fermeture, elles ne sont pas là pour le plaisir. Elles sont là parce qu'elles ont des fonctions importantes dans le système vésiculaire, endocytose, exocytose. Pas seulement l'endocytose et l'exocytose comme c'est mentionné, mais aussi dans les différents compartiments endomembranaires. Et d'ailleurs, c'est pour montrer que l'aspect au niveau de la membrane, puisque le cours c'est membrane plasmique. Mais les caractéristiques, la membrane plasmique c'était une structure unitaire. Elle est une structure unitaire, donc elle est commune à tous les organites. Ça fait que l'appareil de Golgi fait l'auto-assemblage et l'auto-fermeture. Le réticulum endoplasmique fait l'auto-assemblage et l'auto-fermeture. Donc ils peuvent donner des vésicules par cette auto-fermeture et auto-assemblage. Ils peuvent créer des vésicules où les vésicules peuvent réaliser des exocytoses et des endocytoses à travers les caractéristiques d'auto-fermeture et d'auto-assemblage. C'est clair? Très bien. Fonction des phospholipides, toujours, sont à l'origine de la formation des membranes biologiques artificielles ou plateforme pour les études moléculaires de la membrane plasmique. Donc, c'est les membranes artificielles qu'on utilise, qu'on crée pour essayer d'étudier les caractéristiques membranaires. Fonction du cholestérol. Il intervient dans la stabilité mécanique de la membrane, augmente avec l'importance du pourcentage en cholestérol et diminue avec celle des acides gras insaturés. On a tout mentionné, on a mentionné cela. Le cholestérol augmente la stabilité, les acides gras insaturés augmentent la fluidité. La membrane est stable quand le cholestérol est augmenté et les acides gras saturés sont importants. Quand il y a une importance du cholestérol et des acides gras saturés, et la membrane est instable ou est fluide quand il y a une quantité importante en acides gras insaturés et une faible quantité de cholestérol et d'acides gras saturés. Très bien. Le cholestérol intervient en diminuant la fluidité et en augmentant la stabilité. Il augmente la stabilité, c'est la même chose, diminue la fluidité, augmente la stabilité. Il diminue la perméabilité aux petites molécules.
Comment le cholestérol peut-il diminuer cette perméabilité? Donc, il combine certaines molécules. L'eau, par exemple, l'eau peut passer par diffusion simple. Cette diffusion simple, elle peut concerner différentes molécules. Ce sont des toutes petites molécules. Ce sont les molécules de gaz, ce sont les molécules d'eau, les petites molécules d'eau. Très bien. Ces molécules peuvent passer par diffusion simple. Le cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire? Le cholestérol, par sa partie hydrophobe, il va lier les chaînes d'acides gras. Les parties hydrophobes des acides gras, il va les tirer vers lui. Donc, il va rapprocher les phospholipides l'un avec l'autre. En rapprochant les queues, les têtes aussi vont se rapprocher. Donc, supposons les filles, il a le jeu de filles, افتحي يا وردة اغلقي يا وردة. لعبتوا به كي كنتوا صغار بزاف الجو. Très bien. Supposons que vous êtes nombreuses, une vingtaine de filles, ودرتوا افتحي يا وردة. تقدر تجوز une balade هذاك صح ولا لا؟ بصح كي ديروا اغلقي يا وردة حتى تلصقوا في بعضاكم. ما تقدرش تجوز une personne avec le trou. صح ولا لا؟ C'est la même chose. Quand il y a du cholestérol, ça va donc les phospholipides se rapprochent comme les filles se rapprochent. En se rapprochant, ils relèvent l'espace entre les différentes filles. Les filles sont les phospholipides. Donc les phospholipides qui contiennent le cholestérol, le cholestérol va les attirer. En s'attirant, ils vont se rapprocher les uns aux autres et ils vont diminuer l'espace entre un phospholipide et un autre. Et donc les petites molécules ne vont pas pouvoir passer. Et c'est comme cela que le cholestérol diminue la fluidité. Très bien. La fonction des glycolipides, on en a presque terminé. Ils ont une fonction structurale, participent à la formation du glycocalyx, dont l'importance est variable selon le type cellulaire. On a dit tout cela. Les glycolipides ont aussi une fonction antigénique. On a parlé hier de ce que c'était la fonction antigénique. On avait dit que la fonction antigénique était la capacité de réveiller le système immunitaire. Un antigène représenté par un glycolipide, c'est un antigène qui me donne une information immunologique. Quels sont les antigènes représentés par ces glycolipides? Une bonne partie des antigènes, que ce soit des antigènes des êtres humains ou des antigènes bactériens. Ils nous ont donné un exemple, c'est le groupe ABO, le groupage sanguin. Le groupage sanguin, il est défini par des glycoprotéines portées par la membrane du globule rouge. Il est défini par des glycoprotéines portées par le globule rouge. Le type de glycoprotéine va me définir un groupe sanguin. Le type de glycoprotéine porté par la surface membranaire du globule rouge me définit le groupe sanguin. Donc la disposition des oses dans la chaîne glucidique du glycolipide constitue le déterminant antigénique distinctif des groupes sanguins. Donc on a un groupe A, un groupe B, un groupe AB, un groupe O, mais quand je vais le glucide, d'accord? Voilà, c'est le groupe O, vous voyez. ما كاش le cinquième هنايا. هذا c'est le A, هذا c'est le B. Le A fait le galnac هذايا, ou le B fait du galactose, ou le O ما فيهش. Vous voyez? Là, il n'y a pas lactose. وهنا il y a du gal, un acétylgalactosamine. وهنا il y a du galactose. Très bien. On a terminé avec les lipides. On va voir les protéines.